Affaire Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux. C'est la bite à Brigitte. Tout le monde en parle, mais étrangement, personne ne parle d'un fait que je trouve très troublant. Comme vous le savez probablement déjà, les deux femmes à l'origine des rumeurs selon lesquelles Brigitte Macron et son frère Jean-Michel Trogneux ne seraient qu'une seule et même personne, ont été condamnées à verser des dommages et intérêts aux parties civiles, soit Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron. Cependant, il est important de préciser qu'elles ont été condamnées pour diffamation. Un procès en diffamation n'a pas pour but de déterminer si les prévenus ont menti. Tu mens. Vous pouvez être condamné pour diffamation, que vous ayez dit la vérité ou menti. Lors d'un procès en diffamation, on ne juge pas le fond mais la forme, c'est-à-dire la propagation d'une information présentée comme une vérité et le préjudice qu'elle a causé au plaignant. Bref, cette condamnation n'est pas une invalidation de la théorie présentée comme complotiste, comme quoi Brigitte Macron serait en réalité un homme. Venons-en à un détail passé inaperçu un peu partout. En parcourant plusieurs articles traitant de ce procès, je me suis rendu compte que l'on évoque les parties civiles Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron en début d'article. Puis, on nous dit que Brigitte Macron ne s'est rendue ni au procès ni à la délibération. Le nom de Jean-Michel Trogneux n'est plus évoqué la moindre fois dans tous les articles. D'un point de vue journalistique, je trouve très étrange qu'une information d'une telle importance ne soit pas évoquée. Oh, comme c'est bizarre! Qu'en est-il de Jean-Michel Trogneux? Était-il présent en ce qui le concerne? C'est un peu compliqué. Pourquoi avoir omis de le préciser? Une simple phrase aurait mis les points sur les i. Contrairement à Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron était absente à la délibération ou un truc dans le genre. Pourquoi donner du grain à moudre aux partisans de la thèse complotiste alors qu'il y avait un moyen très simple de leur clouer le bec? Préciser qu'un des deux n'était pas présent ne constitue en rien une preuve que l'autre l'était, on est bien d'accord. C'est sûr, c'est sûr. En ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un hasard si cette précision n'a été faite par aucun média. Je pense que Jean-Michel Trogneux n'était pas là non plus et que les médias étaient frileux à l'idée de le préciser. Je pense que les journalistes se sont dit que ça passerait inaperçu et que ne pas le dire aurait moins d'impact que nous dire qu'il n'était pas là. Enfin bref, de façon générale, et ce comme je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, je ne comprends pas comment avec tous les moyens dont il dispose de faire taire toutes les théories complotistes à jamais, il se donne autant de mal à les nourrir en permanence. Ça n'a aucun putain de sens. Non. Je sais pas moi, y a aucune photo de Brigitte Macron jeune, aucune photo d'elle en compagnie de son frère, elle peut pas se montrer en public avec son frère, fournir à la presse sa fiche d'état civil, tout ce qu'ils ont trouvé c'est attaquer les gens pour diffamation. Oui. On passe maintenant à l'affaire Delogu. Le très charmant député de la France Insoumise, Sébastien Delogu, a fait pas mal parler de lui ces derniers temps, malgré lui. Ingrid, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères aller voir les films d'aventure ou les comédies? Et surtout après, est-ce que tu baises? Oui, on a compris. Plutôt que me moquer de lui comme le fait toute la twittosphère depuis 2 jours, je vous propose une analyse différente. Attention, je précise que je n'ai aucune compassion pour ce mec, ce n'est qu'un retour de bâton. Le mépris qu'il reçoit aujourd'hui n'est qu'une infime partie du mépris qu'il adresse à des millions de Français en permanence. Néanmoins, je considère qu'on fait fausse route en le faisant passer pour un illettré. En termes de conneries et d'incompétence, il y a à boire et à manger à la France Insoumise. On n'a pas besoin d'en faire des caisses sur ses difficultés de lecture, ni de ralentir la vidéo pour lui donner l'air encore plus débile. En vérité, il y a rien de bien choquant. Sa lecture n'est certes pas très assurée ni très fluide, mais le mec sait lire. Il y a qu'à regarder d'autres de ses interventions pour s'en rendre compte. Je trouve un peu ridicule qu'on focalise là-dessus. On devrait plutôt se focaliser sur le fait bien plus choquant à mes yeux que le gars semblait découvrir pour la première fois son texte, probablement écrit par un de ses assistants parlementaires. C'est dire le niveau de sérieux du mec. C'est un cafard! Et surtout, le plus affligeant à mes yeux, c'est la fin de son intervention. Il évoque la fraude sociale qui s'élève à 1,3 milliard d'euros, qu'il compare à la fraude fiscale d'un montant de 100 milliards d'euros, soit, je cite, 600 fois plus. La fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb, alors qu'on sait que vous n'avez rien dit, rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. C'est ça que je trouve choquant, le fait que ni son assistant ni lui ne se soient rendu compte de cette énorme connerie. Les mecs ne sont même pas foutus de savoir multiplier un chiffre par 100. Sur le fond maintenant, les gens sont plus sensibles à la question de la fraude sociale que la fraude fiscale pour une raison simple. On se sent moins concerné par de l'argent que l'État ne prend pas dans la poche des autres que par l'argent que l'État prend dans notre poche pour le donner à des gens qui ne le méritent pas. C'est juste un réflexe humain. Tous ces crétins de salariés, ils vont bosser pour payer mes allocations. C'est comme ça, c'est Dieu qui donne. Alhamdoulilah. Sébastien Delogu, toujours. Il a été invité le lendemain à s'exprimer au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Vers la fin de l'interview, il a lâché qu'il ne sait pas tellement qui est Pétain. Je connais pas tellement l'histoire que cela, j'apprends aussi, je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais tu sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Immédiatement, toute la droitosphère s'est enflammée sur X, toujours pour se moquer de lui. Je sais bien que vu le QI du mec, il est tentant de croire qu'il était premier degré. Même chose que tout à l'heure, on a suffisamment de munitions contre la France Insoumise pour tomber dans un piège aussi grossier.
Pour moi, c'est évident que c'est ironique et qu'il tente l'autodérision pour désamorcer le buzz des derniers jours. Provoquer et prendre les gens pour des imbéciles, c'est typique de la méthode de Logu. Il a d'ailleurs publié un peu plus tard sur son compte X cette photo, l'air de dire « Hé hé, vous êtes tombé dans mon piège ». Bref, faut vraiment qu'on arrête de foncer tête la première dans ce genre de conneries. C'est pas faux. François Ruffin, il y a encore peu membre du premier cercle de la France Insoumise, est un facho, sachez-le. Bienvenue dans la grande famille de la fachosphère, j'ai envie de dire. Cet honneur, il le doit à sa récente sortie au micro d'Apolline de Malherbe sur BFM TV, où il avoue avoir pratiqué lors de la dernière présidentielle un ciblage électoral au faciès, obéissant aux consignes de la France Insoumise, méthode qui réprouve totalement. Je me demande bien qui ça peut étonner. Ce n'est un secret pour personne que la France Insoumise méprise la France blanche et mise tout son succès sur l'électorat communautaire noir et arabe des banlieues. Je voudrais simplement lire un morceau de votre livre, le témoignage sur la toute dernière élection, l'élection législative. Et j'ai repris vos mots, en réalité. Puisque vous dites, nous avons mené une campagne au faciès. Dans les immeubles d'Amiens-Nord, quand je tombais sur un noir ou un arabe, je sortais la tête de Mélenchon en bien gros sur les tracts. C'était le succès presque assuré. Son nom servait de passe-partout, l'étendard d'une dignité retrouvée. Mais dès qu'on tombait sur un blanc, pas seulement dans les campagnes, même dans les quartiers, ça devenait un verrou. Mélenchon lui-même ne cache même plus son mépris pour la France des campagnes et de façon générale celle qui n'est pas assez créolisée à son goût. La jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Là se trouve la masse des gens qui m'intéressent politiquement. Pour aller chercher ces gens-là, nos bases populaires, là il faut y aller tout seul. Personne d'autre ira et ça ne peut pas parler les autres. C'est un sale con! Je suis tout de même relativement surpris que Ruffin ose enfin exposer cette vérité au grand jour. Tu fermes ta petite bouche. D'ailleurs, ce qui prête à sourire, c'est que dans le déchaînement d'insultes qu'il récolte de la part de son ancien camp, aucun d'entre eux ne semble lui reprocher les faits qu'il dénonce, mais surtout le fait qu'il ait osé le dénoncer. Ruffin a toujours été plus ou moins à part à la France Insoumise. Comme d'autres disent, elle sait pas s'exprimer, elle sait pas parler le français, elle comprend pas ce qu'on dit. Oui, je comprends pas ce que les gens disent, parce que j'ai le niveau CM2. Et j'ai dit merci aux journalistes qui vont se mettre à mon niveau pour me poser des questions sur les plateaux de télé. Ça veut dire que c'est le caca qu'on a déjà mangé. Il s'est toujours tenu à l'écart de toutes les dérives sectaires, racistes et islamo-gauchistes de son camp, préférant se concentrer sur les luttes sociales ouvrières sans distinction d'origine ethnique, ce qui est censé être le fondement même de la gauche. Néanmoins, il a fait partie de ce système et il en a récolté les fruits électoraux. Pour cette raison, je me dis que quelque part, il récolte la haine que lui et ses copains bolcheviques ont semée pendant tant d'années, tout comme les Corbière et autres Rachel Garrido et Clémentine Autain. Il se réveille un peu tard, donc bon, c'est bien fait pour sa gueule quelque part. On termine avec un coup d'arrêt brutal pour la pâte à tartiner algérienne El Mordjen. À en écouter la communauté algérienne et les médias suceurs de babouche, leur pâte à tartiner était en train de créer une petite révolution et était même en train de devenir la nouvelle arme fatale de l'Algérie en termes de soft power, suscitant de nombreuses moqueries sur la toile provenant des Français mais surtout de leurs voisins marocains. Oui, les Algériens pensent conquérir le monde avec une pâte à tartiner qui contient 15% de sucre en plus que Nutella, 5% de noisettes en moins et qui coûte 20% plus cher. En gros, ce truc c'est du diabète en pot, c'est juste un cocktail de sucre, d'huile de palme avec un soupçon de noisette. Je suis toujours halluciné par ce besoin maladif des franco-algériens de se jeter sur tout et n'importe quoi par pure vanité. C'est une dinguerie ce truc, ils connaissent pas. C'est le futur. Ils ont tellement peu de motifs d'être fiers de leur soi-disant pays de cœur qu'ils ne reculent devant rien. Entre le fer algérien, les Algériens qui ont construit le métro parisien, maintenant la pâte à tartiner magique. Bref, revenons à nos moutons. L'UE a brutalement décidé de mettre fin à l'autorisation d'importation du produit El Mordjen en Europe, bloquant le déchargement de conteneurs entiers au port de Marseille. La raison, l'article 20 du règlement de l'Union européenne qui interdit l'importation dans l'UE de tout produit à base de lait par les pays non signataires. Mais voilà, les Algériens ont une toute autre explication. Nutella, le concurrent direct de la pâte à tartiner, tremblerait devant leur succès grandissant et aurait fait pression sur l'UE pour qu'elle durcisse ses contrôles. Je ne suis pas parvenu à obtenir le chiffre des ventes totales d'El Mordjen en France, mais Nutella, c'est 1 million de produits par jour en France, dont 70% destinés au seul marché français. Et les Algériens veulent vraiment nous faire croire qu'une marque obscure sortie de nulle part ferait trembler un mastodonte comme Nutella ? Pour redescendre sur terre à un moment. Si la marque a jusqu'ici réussi à passer sous les radars des normes européennes, aujourd'hui c'est clap de fin et un nouveau prétexte de victimisation pour les Algériens, peuple vaillant à qui on a de cesse de mettre des bâtons dans les roues, les empêchant de devenir les nouveaux maîtres du monde. La vie est tellement injuste. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste.